Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne The HKTech. Alors aujourd'hui on va parler d'un super produit, on va parler d'un outil qui peut s'utiliser en ligne de commande ou bien en interface graphique, mais dans 99% des cas il s'utilise en ligne de commande. On va parler d'un outil en fait dans lequel la plupart des développeurs sont familiarisés, donc qu'ils soient jeunes, vieux, débutants, experts, presque tout le monde qui fait du code a déjà eu affaire à cet outil-là. Donc cet outil, je l'ai nommé Git. Donc Git, c'est vraiment un super outil qui, pour moi, à mon sens, a révolutionné le monde du logiciel. Je pense que si Git n'avait pas existé, on n'aurait pas eu tous ces fabuleux projets sur lesquels des milliers de personnes ont contribué. On n'aurait pas vu des logiciels qui se développent aussi rapidement. On n'aurait pas eu des logiciels qui sont aussi stables qu'ils peuvent être aujourd'hui. Donc Git, c'est vraiment l'outil par excellence pour travailler à plusieurs sur des projets, et notamment des projets de développement. Donc ça permet en simple de pouvoir versionner et de suivre le tracking des évolutions sur vos fichiers, sur vos projets. Donc comme je l'ai dit, Git est utilisé principalement par les développeurs, mais vous pouvez l'utiliser, il peut être utilisé pour d'autres usages, comme par exemple versionner vos propres documents et tout. Mais à la base, ça a été conçu pour les développeurs pour pouvoir travailler et collaborer à plusieurs sur des projets informatiques. Donc moi, je suis Hervé Gaël, je suis le fondateur et responsable technique de HKTech. Et cette chaîne est notre chaîne pour présenter en peu nos services. Donc aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous parler de Git parce que c'est un outil qui est tellement utilisé, tellement répandu, mais je me suis rendu compte au cours de mes multiples années d'expérience à collaborer avec des développeurs, avec des responsables d'infrastructure, avec des personnes du système, que en gros c'était un outil qui n'était pas forcément maîtrisé. Bien sûr, je ne parle pas du fameux triptyque que j'aime dire git clone, git add, git commit, que à peu près tout le monde connaît aujourd'hui, mais je me suis rendu compte en fait que très peu de gens utilisaient les fonctionnalités avancées de Git. Et très souvent, j'ai été pris, on m'a vu, les gens qui m'ont vu travailler sur Git m'ont pris parfois pour un original parce que j'utilisais des commandes qui étaient à mon sens super importantes, super indispensables, mais que très peu de gens utilisaient. Et ça les faisait perdre énormément de temps et ça les faisait faire parfois mal les choses en fait. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est de vous présenter une dizaine, une vingtaine de commandes Git qui ne sont pas souvent très utilisées, mais que vous devriez maîtriser, que vous devriez connaître. Et je peux vous assurer que ça va changer votre façon de travailler sur Git. Ça va changer votre façon de pouvoir collaborer ensemble sur des projets Git. Donc c'est quelques commandes très simples, mais qui peuvent avoir un impact énorme sur vous, sur la façon dont vous travaillez, dont vous gérez vos repositories en local. Donc voilà. Donc on va principalement utiliser Git en ligne de commande. Donc je l'ai dit, il y a des outils qui permettent de le faire aussi en interface graphique, mais à mon sens, ça n'a pas grand intérêt. Parce que le but quand même quand on est développeur, c'est de pouvoir avoir la main sur son code et de ne pas être dépendant d'un outil tiers. C'est-à-dire de pouvoir réagir rapidement sur son repository sans être dépendant d'un outil tiers. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et c'est parti. Donc juste avant de démarrer le vif du sujet, donc sur ce tutoriel, ça sera un tutoriel réellement technique. Donc tout ce qu'il faudra, c'est d'avoir Git d'installer sur votre poste, un repository sur lequel vous pourrez faire vos tests. Et voilà, et moi dans notre cas, ça va être un terminal et GitLab que j'ai besoin avec un projet que je vais prendre au hasard dans la liste des projets Git que j'ai. Et on va essayer de jouer dessus pour pouvoir exécuter ces commandes très avancées dans lesquelles je vais pouvoir vous expliquer à quoi elles servent ces commandes-là. Donc comme je l'ai redit tout à l'heure, on ne va pas le but ce n'est pas de vous former, voilà, entre guillemets, le but c'est pas forcément de vous présenter les commandes que vous avez l'habitude de trouver dans les formations, que ce soit gratuites ou payantes en ligne, voilà. Notamment les commandes que la plupart des gens connaissent déjà, de savoir le git clone pour cloner son projet, le git add, le git commit et le git push, qui pour moi tout le monde connaît. Donc voilà, tous ceux qui font de l'informatique aujourd'hui, qui ont déjà travaillé sur Git, ils connaissent un peu ces commandes là. Le but vraiment c'est d'aller plus loin, de vous présenter quelques commandes avancées qui sont très peu utilisées par des gens et que moi au quotidien je les utilise régulièrement. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée que je vous propose. Donc c'est parti.
Donc, on va travailler sur un projet. J'ai plusieurs projets, donc moi je vais prendre ce projet-là. Voilà. Donc, c'est un petit projet qui pour builder une API qui utilise un service La Poste. Donc, on aura notre terminal et j'aurai aussi un repo GitLab. Vous pouvez le faire aussi sur GitHub. Moi, il se trouve que mes projets, je les préfère souvent sur GitLab. Mais vous pouvez le faire aussi sur Git. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut, c'est un repo Git. Donc, on va juste utiliser ces deux. On va naviguer entre ces deux consoles à chaque fois pour pouvoir jouer un peu, c'est-à-dire avec les commandes très utiles. Alors, moi, la première commande qu'on va commencer, on va dire que, supposons que je vais modifier un fichier existant. Donc, je vais modifier le README. Ça, cette fois, je vais faire tout en ligne de commande. Je vais pas le faire j'aurai pas besoin de Visual Code. Donc, si je fais la post API, this is for testing. Donc, disons que je vais modifier le fichier README. Quand je vais faire un git status, il va me dire qu'il a modifié ça. Donc, je vais juste faire un git restore parce que ça va dire que j'ai pas modifié ce fichier-là. Voilà. Pardon. Donc là, j'ai mon git qui a été modifié. Disons que je veux aussi modifier le fichier get_last_dump là. Get_last. Donc là, c'est un cas classique. Disons qu'ici, je vais rajouter le shebang /bin/bash comme ça. Hop. Quand je fais git status, il me met mes modifications. Maintenant, imaginons que je crée un... Donc là, il me donne les fichiers modifiés. La plupart des gens, le commun des mortels, ce qu'ils vont faire, ils vont faire un git add comme ça. Voilà. Et ensuite, ils vont voir que le fichier a été rajouté dans l'index quoi, de Git. Et ensuite, ils vont faire un git commit-m. Ils vont mettre leur message. Voilà. Je vais pas le faire, hein. Ensuite, ils vont faire un git push. Voilà, c'est très bien, ça marche. Voilà. Sauf que moi, je vous propose, au lieu de faire le git add point, voilà, moi, je vous propose souvent de faire plutôt un git add -p. Qu'est-ce qu'il fait le -p? Il va vous print en fait. euh, Est-ce que j'avais déjà commit? Ouais, j'avais commit, donc je vais juste les restore comme ça. Je vais enlever ça de l'index. Voilà. Donc du coup, c'est comme si j'avais pas fait de git add. Donc là, je vais faire, au lieu de faire un git add, comme je l'ai montré, git add -p, que font, allez, 90% des gens, presque dans tous les projets, je pense que la plupart des gens font ça. Je vous propose de plutôt faire git add -p. -p, ça veut dire en fait print, c'est git print en fait. Donc ce qu'il va faire, il va vous présenter les changes que vous avez fait. Donc il va parcourir tous les changes que vous avez fait et il va vous afficher en fait les changements et vous avez le droit de les accepter ou non. Donc imaginons moi j'ai modifié mes deux fichiers là. Donc là il va voir dans le fichier readme, il va voir que j'ai enlevé la pose.api, je l'ai remplacé par la pose API this is for testing. Disons que je veux modifier ça, je vais dire comme ça yes, vous voyez là il y a différentes options. Yes pour accepter, all pour yes, voilà, pour tout, no pour refuser. En gros il faut retenir yes, no et all, voilà. Et aussi quit pour quitter. Donc moi je vais dire que oui je veux aussi changer dans le fichier getLastDump.sh. J'ai rajouté cette ligne là. Est-ce que je veux rajouter? Si je peux dire non par exemple, disons non, voilà. Et quand je refais git status comme ça, vous voyez, ici, il n'y a que le fichier readme qui a été changé. Et là, il a pris en compte que ma modification qui concerne, que j'ai accepté. Du coup, si je refais git add -p, vous allez voir que ce change là que je ne veux pas, c'est toujours présent. Et il y a encore le fichier, le, le- l'ajout du shebang, donc de la ligne pour, de la première ligne en fait de mon fichier, de mon script. Et là, je peux dire non. Et vous voyez la différence en fait, que de faire un git add qui ajoute tout, vous avez le choix de choisir ce que vous pouvez ajouter. Donc c'est très utile quand? C'est très utile quand vous avez travaillé sur plusieurs features avec beaucoup de fichiers, mais vous voulez juste rajouter comme qu'une petite partie. Donc imagine vous avez travaillé sur un projet dans lequel vous avez modifié plusieurs lignes, mais vous n'avez pas testé tout. Donc un de tes gars vient de vous dire, ah il faut qu'on mette ça en prod rapidement. Ben, imaginez vous avez d'autres changes en local, vous pouvez juste rajouter ce que vous avez. Et une fois que c'est fait, vous pouvez donc faire le git commit-m ajout. Voilà. Et ensuite, on va le push. Donc, on va faire git push origin main. Ça, ça, vous le connaissez déjà. Et là, si je reviens sur mon git là, Windows R, sur mon git GitLab, ici, je fais le commit. J'ai mon commit qui est là.
donc qui est ajout. Et là, dans mon ajout, il y a juste ce change là. Et quand je refais ici git status, j'ai encore mes fichiers qui ont été modifiés, mais ceux-là, ils sont pas push, ils sont pas push. Donc vous voyez l'intérêt du git add-p. Donc c'est super puissant. Et c'est un truc, c'est une commande que peu de gens utilisent en fait. Je suis toujours choqué quand je vois les gens qui font les git add point. Parce que je me dis, mais c'est toujours bien d'avoir un second contrôle en fait. Juste ça, je peux vous assurer que ça va permettre ça peut vous aider à réduire les erreurs en fait que vous avez et éviter le cas de dire, ah merde, j'ai commis ça, j'aurais pas dû. Voilà. Parce que tu n'avais pas fait un git add-p. Donc ça, c'est la première, la première option que je voulais vous montrer dans le git add-p. Alors, on va continuer donc une seconde commande qui est souvent pas très utilisée. Donc, imaginons maintenant que vous avez travaillé. Donc là, vous voyez, j'ai commis tout à l'heure que, je fais git log, j'ai commis que ce type-là ajout qui m'a ajouté cette ligne-là. Mais entre-temps, j'ai modifié plein de fichiers. Donc, imaginons que maintenant j'ai envie d'avoir, finalement, je me dis, ah, je veux plus les changer. Voilà, comment est-ce que je fais? Comment je fais pour annuler, pour faire ça? Il y a deux choses. Vous pouvez faire un git restore et mettre le nom du fichier, mais quand vous faites ça, vous le perdez directement. Donc dites-vous que, imaginez par exemple, vous voulez dire que vous voulez plutôt mettre ça de côté pour retravailler dessus plus tard. Donc il y a la commande git stash qui est super importante. Donc vous allez juste à faire git stash, comme ça. Et là, ce qu'il va faire, quand vous allez faire git status, votre index il est propre. Il n'y a plus de fichiers en attente. Par contre, vos fichiers là, qui ont été modifiés, ce travail là, ça n'a pas été perdu. Ça a été mis euh, euh, dans un coin. Donc imaginez que vous avez votre table avec plein d'éléments tout sales et vous avez un invité qui arrive chez vous. En fait, vous voulez juste débarrasser. Donc imaginez vous avez des livres sur lesquels vous travaillez, mais vous voulez faire de la place quand vos invités arrivent. Stash un peu, ça fait ça. Donc ça va prendre vos livres, ça va les mettre quelque part. Donc là, on va dire que vous avez votre invité qui est là. On a débarrassé ici, vous êtes tout seul chez vous, donc vous avez votre table qui est tout sale avec le livre readme, le livre get sale. Mais là, vous avez un invité qui arrive, vous voulez tout mettre propre pour que voilà, pour être sûr que voilà, vous n'avez pas d'autres travaux en cours. Donc vous faites git stash comme on l'a fait là. Maintenant, imaginez maintenant votre invité est parti et que vous voulez maintenant revenir sur votre travail. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de faire un, si vous refaites la commande git stash list, vous allez voir le travail qui est en cours là. Donc là, voilà votre travail qui est en cours sur lequel vous étiez. Donc maintenant, pour les faire, pour revenir dans votre plan de travail, en fait, il faut juste faire un git stash pop, comme ça. Et là, vous voyez que tous vos fichiers y reviennent. Donc là, si je refais git status, vous avez votre fichier qui reviennent. Ouais. Donc là, si je refais git status, git add-p, donc là, on a nos travaux qui sont là. Donc les changes que j'ai fait là, c'est là. Je vais dire no. Et l'autre change sur la première ligne, c'est là. Donc je mets no. Donc ça, c'est aussi une commande super intéressante. Donc imaginons encore que pendant ce temps, j'ai travaillé encore, je veux modifier mon fichier get last dump là, .sh. Je sais pas, je veux dire ici la get last dump from s3 bucket. Je fais comme ça. Donc là, je fais git add-p pour print. Donc je vais dire no. Donc là, il voit, mais là j'ai deux chains, ceux-là et ceux-là. Donc je vais dire no aussi. Donc, imaginons que là j'ai remodifié mes fichiers. Si je veux refaire le stash, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de rajouter une option. À rajouter une description. Tout à l'heure, quand si je fais git stash list, par exemple, là, il n'y a plus parce que j'ai fait un pop. Mais là, tout à l'heure, quand j'ai fait, disons que je vais refaire un git stash comme ça. Voilà. Donc mes fichiers ont été rajoutés. Et si je refais git stash list, donc là, il m'a créé automatiquement une description qu'il a appelée WIP, Work in Progress on Main. Voilà. Et donc mon change là est sur le truc 0. Donc tout à l'heure, on a vu comment on a fait un stash. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous voulez revenir à votre travail? Donc on fait git stash. On voit qu'il y a j'ai pas d'élément dans le stash.
Donc il y a la commande git pop qui est aussi super importante, qui marche avec le git stash. Donc imagine là, je vais stash list. Voilà, donc là j'ai mon git stash. Donc pour le restaurer en fait mon fichier, donc j'ai mon invité qui est parti, donc j'ai envie de pouvoir reprendre mes travaux. J'ai juste à faire un git stash pop. Voilà. Et là il me rajoute dans l'index. Donc c'est super, ça c'est super, super important. Et quand vous faites un git stash pop comme ça, et si je refais un git stash list, ça disparaît. Donc maintenant, ça c'est ce que 90% des gens. Maintenant, ça peut avoir du chance parfois de conserver mon stash, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il soit supprimé. Donc je veux quand même garder une copie dans mon bac à sable, on va dire. Donc pour revenir, donc je suis là, j'ai mes fichiers qui sont modifiés. Si je refais git stash comme ça, donc il va les mettre de côté. Et là, si je fais git pop, git stash pop, comme on a vu tout à l'heure, ça va restaurer en fait mon travail que j'ai mis de côté dans mon index. Voilà. Par contre, et ça va le supprimer. Par contre, si je veux garder ce que j'ai dans le stash, j'ai juste à faire git stash apply. Si je fais ça, donc là, ça remet. Et quand je fais git stash list, j'ai toujours mon travail là qui est là. Donc ça peut aussi avoir du sens en fait. Donc vous pouvez dire que quand vous n'êtes pas sûr de tester quelque chose, vous voulez tester un nouveau truc rapidement, et en conservant une version dans le bac à sable, vous pouvez utiliser ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose que les gens utilisent très peu, le git stash apply. Donc en général, git stash et git pop, ils fonctionnent ensemble. Donc c'est pas mal quoi. Voilà. Donc donc là, on est revenu sur notre arborescence qui est plutôt qui est clean là. Voilà. Alors, il y a une commande aussi que peu de gens utilisent souvent, c'est le reset. Donc, parfois, vous pouvez faire imaginez, je vais faire ça, git commit. Je vais, par exemple, faire. Imaginez, je vais créer mon fichier changelog. Je vais créer un fichier changelog md. Là, je vais faire via une this is a changelog. Donc, imaginez, vous avez un fichier comme ça que vous avez créé. Et imaginons que je vais modifier le readme aussi, je vais modifier un fichier existant, donc je vais modifier ici aussi, for testing, et là je rajoute by AG, je fais un truc comme ça. Quand je refais git status, vous allez voir que j'ai mes deux fichiers, donc là il me dit le fichier a été modifié et ça a été rajouté. Imaginez que je fais un git add par erreur, comme fait 90% des gens, et que je fais git commit-m, error, by me, je fais un truc comme ça. Donc là, j'ai commit mon code là et maintenant je l'ai pas push. Quand je fais git log, j'ai mon commit qui est là, error by me. Donc imaginez vous voulez reset, vous dites que ah ça c'était une erreur, j'aurais pas voulu push ça. Je veux annuler ce commit là en fait. Donc je veux undo, je veux annuler mon dernier commit. Comment est-ce qu'on fait? Donc ça aussi c'est une erreur que je vois souvent avec la plupart des gens, c'est qu'ils ne connaissent pas la commande à faire pour pouvoir simplement faire un reset et ils n'ont pas le réflexe parce que par mauvaise habitude, ils se contentent souvent de soit de cloner un nouveau le repo à côté, reset, bon bref. C'est pas souvent très propre dans la manière de gérer ou bien aller modifier des fichiers individuellement, essayer de faire un rollback, bon bref, ça c'est pas très bien. Git donne la possibilité de pouvoir annuler ce commit là. Donc moi pour l'annuler mon commit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai juste à faire un git reset donc on appelle ça un soft reset. Et là, je vais me mettre sur le head. Et le head, je vais dire, le head, c'est où je suis. Donc le head, on va dire que c'est là. Et dans le head, je vais dire reviens un commit en dessous. Voilà. Et si je refais git log, vous voyez que mon truc là, il a disparu. Je suis revenu à ajout. Donc si je regarde là, il n'y a plus le error by me dans mes logs. Donc le dernier commit maintenant, c'est ajout. Alors qu'avant, le dernier commit, c'était error by me. Donc ça m'a permis
d'enlever le dernier commit. Et si je refais un git status comme ça, si je fais un ls par exemple, il n'y a plus, si je fais un vim de mon readme, voilà, il y a plus, qu'est-ce que j'avais rajouté en fait? Donc si je refais par exemple git status, voilà, git status, donc j'ai mes fichiers qui sont là. Donc ils ne sont plus commit en fait. Voilà, donc ça ne supprime pas, ça annule en fait le commit. Donc c'est ce que j'ai dit. Donc vous voyez que mes fichiers là, ils sont toujours là, ils ont bien été modifiés, mais ils sont dans le commit. Donc si je veux aussi les enlever du commit, j'ai juste à faire un git restore-stage. Donc si je fais git restore-stage et je donne le nom du fichier, par exemple readme.md, et que je refais un git status, là il va le remettre là. Donc il est plus commit, ça annule le commit. Voilà. Donc ce n'est plus, ça annule le add en fait, ce n'est plus add. Donc c'est juste dans mon arborescence. Et je peux faire un git, je peux refaire la même chose, git restore stage et je fais un changelog.md, git status. Donc et là on peut dire que j'ai annulé en fait, j'ai enlevé de l'historique git mon commit là. Ouais. Donc les changes que j'ai fait, ils sont là sur ma branche locale, mais ils sont plus pris en compte. Et là, je peux soit les supprimer, soit restore pour de bon et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est ce qui arrive souvent en fait. Quand on fait une petite erreur vous committez un commit par erreur et que vous voulez annuler le commit. Bien sûr, je précise quand c'est pas encore push sur le remote. Ça, c'est une autre question. Donc là, quand c'est pas vous voulez annuler le commit, vous avez juste à faire la commande que je vous ai montré là, donc qui est le git reset-soft et vous mettez add et vous allez un niveau dessus. Donc ça c'est super super important. Alors il y a aussi un cas souvent. Donc là on va entrer maintenant dans un cas un peu spécifique. Donc là je vais stash tout ce que j'ai fait là. Avant, bon on va laisser comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouveau terminal là. Donc je vais ouvrir un nouveau shell. Euh, on va prendre ça dans une nouvelle fenêtre. Je vais agrandir mon shell. Voilà. Je vais aller dans /tmp. Et disons que je veux cloner ce repo là. Donc c'est comme si c'était une seconde personne. Donc si je viens sur mon repository, je vais le clone. Donc je fais ici un git clone. Ah, ça existe déjà. Bon, je l'avais déjà. Donc voilà. Donc là j'ai clone mon repo. Ici je fais un git. Donc je vais le mettre à jour git pull. Donc pour récupérer les derniers changes là, voilà, il a récupéré. Donc là si je fais git log, j'ai le dernier commit qui était ajout. Voilà. Donc jusque là on est bon. Donc dites-vous que ça c'est un développeur A, ici c'est un développeur B, puisque c'est pas les mêmes, c'est même pas les mêmes repos. Imaginez que moi je veux rajouter, je vais créer une nouvelle branche. Donc on va faire git checkout-b new branch par exemple là. Voilà. Dans cette branche là, je vais rajouter mes changes. Donc je vais faire un git add-p. Voilà, il va rajouter, par contre, le git add-p, il m'affiche que ce que j'ai modifié. Maintenant pour ajouter mon fichier, je fais git add changelog. Voilà. Quand je refais git statut, donc je mets deux fichiers qui sont là et là je peux les commit. Je fais ici la adding changelog. Allez, je le fais comme ça. Et là je vais push ça. Donc je vais push ma nouvelle branche qui est là. Donc là, j'ai push ma branche new truc. Donc ça va aller sur le remote. Il me propose d'ouvrir une merge request, mais je vais pas le faire, là, c'est pas le but. Donc là, j'ai ma nouvelle branche qui est sur les remotes. Donc si je viens ici et que je refresh là, je viens ici dans branche. Vous voyez qu'il y a la branche new branch qui est là. Donc jusque là, on est bon. Imaginez maintenant ce développeur là, il veut récupérer toutes les branches qui est là. Donc il va faire un git fetch-all. Voilà, donc git fetch all, il va récupérer toutes les branches. Donc ça lui dit qu'il a récupéré la nouvelle branche. Et quand il fait git remote, git branch -r, donc ça me liste les branches qui est à distance. Donc lui,
ça, dans son index, maintenant, il sait qu'il y a la branche new branch qui existe qui va pointer sur l'origine. Et quand il fait un git branch remote, quand je fais un git branch remote, ça me donne toutes les branches que j'ai en remote. Donc j'ai le main et j'ai le new branch. Et je vois que le head, c'est-à-dire mon répertoire de travail courant, il pointe sur origin main. Donc jusque-là, on est bon. Donc imaginons maintenant que plus tard, maintenant, j'ai supprimé je supprime cette branche-là. Donc pour X raison, on se rend compte que ce développeur il se rend compte que ah, j'aurais pas dû push ma branche, il veut la supprimer, comment est-ce qu'il fait? Donc lui il va faire cette commande là, git push origin-d. Donc ça va pour donner l'ordre de delete la branche. Donc cette commande là, ça va delete la branche. Et là si on revient ici, je refresh là, hop, il n'y aura plus new branch. Donc ça c'est une façon de supprimer des branches en fait. Donc plutôt que d'aller sur la console de GitLab ou GitHub ou Git ce que vous voulez pour gérer votre outil de versionning du remote, vous pouvez contrôler le remote directement en lui envoyant un push et en disant que vous détruisez la branche. Ça pareil, c'est une commande que peu de gens utilisent. Donc ça c'est le développeur qui a développé, il a delete la branche là. Maintenant l'autre développeur lui, il continue à avoir cette branche là. Donc s'il fait un git fetch, juste tiret all, voilà, on lui dit qu'il n'y a pas de change. Alors que normalement, il devrait lui delete cette branche-là en local. Donc lui, dans son index, en fait, il a toujours cette branche-là, elle existe toujours en fait. Donc maintenant, quand lui veut clean en fait, au lieu de faire un git fait-all, ce que l'habitude de faire pour récupérer toutes vos branches, c'est très bien. Mais parfois, c'est bien de rajouter aussi l'option "-prune". L'option "-prune" va permettre de delete en fait toutes les branches toute votre index que vous avez en local, toutes les branches que vous avez en local qui ne sont plus dans le remote. Donc quand on va faire ça, vous allez voir, il va prendre quelque chose. Voilà. Et là, il me dit maintenant qu'il a supprimé le origin new branch. Donc moi, je ne l'ai plus dans mon index. Et si je fais aussi un git branch-r là, il n'est plus là. Donc vous avez vu que le git fetch all, en fait, ce qu'il va faire, il va récupérer les branches, mais par contre, il ne supprime pas les branches qui ne sont pas utilisées. Donc en rajoutant l'option "-prune", on s'assure que non seulement on récupère les branches de distance, ça c'est très bien, mais en plus, on clean notre repo local pour qu'il reflète les branches qui sont à distance. Et ça, c'est une commande aussi que peu de développeurs utilisent, peu de gens utilisent en fait. Et parfois, ils se retrouvent à travailler sur des branches qu'ils utilisent, qui sont plus à jour, qui n'existent plus. Et c'est quand ils veulent push, ils se rendent compte que ah mais en fait, je suis pas à jour quoi. Donc ça, c'est une commande que moi je fais toujours systématiquement quand voilà, sur tous mes repos quand je travaille. Ma première commande, c'est plutôt que de faire git pull désormais, quand vous faites git pull, moi je vous conseille de faire plutôt un git fait-all prune. Voilà. C'est plus clean, ça permet de nettoyer votre arborescence en même temps et de ne pas avoir en local des branches qui ne sont plus exploitées. Alors, on va continuer notre truc cool. Donc là, ça, je pense que je vais le mettre de côté. On va revenir que sur notre terminal principal là. Je vais le mettre vraiment derrière, comme ça, il n'obstrue pas. Donc une autre commande qui est très utile en fait, c'est la commande amen. Donc parfois, disons, je suis là, donc je suis sur mon new branch là. Je fais un git status, donc là, je vais modifier mon changelog. I love the way the code is built. I love the way the code is fantastic. J'ai écrit quelque chose comme ça là. Peut-être l'orthographe n'est pas bon, je sais plus. Donc, imaginez maintenant, vous avez rajouté ça. Donc, quand je fais git status, voilà, il me voit que mon fichier a été modifié. Et si je fais un git add -p, il va me montrer que cette ligne-là a été modifiée. Donc, il y avait ça, il a rajouté ça. Voilà. Donc, pour le moment, je dis no. Donc, parfois, moi, si je fais un git log, ouais, là, j'ai ajouté le changelog. Imaginez, j'ai oublié de faire ça. Donc, imaginez que maintenant, ce change-là que j'ai rajouté, je veux qu'il soit dans ce même commit-là. Comment est-ce que je fais? Donc,
plutôt que d'avoir, parfois il y a des arborescences Git dans lesquelles on voit il y a tellement de commits qui sont faits, alors que tout aurait pu être fait dans un même commit en fait. Vu que j'ai modifié mon changelog et que ma branche n'est pas encore match, donc quand je fais un git status, voilà, j'ai mon change. Moi, comment est-ce que je le fais pour que je rajoute ce change-ci à ce commit-là? C'est là où la commande amen est super importante. Donc vous pouvez faire un git add-p, voilà, on va faire comme ça. Donc je vais l'ajouter à l'index, donc mon change est dans l'index. Voilà. Et maintenant, au lieu de faire un git commit-m, donc disons que je vais faire un git commit chem, vous allez voir, je vais rajouter adding change log numéro 2, number 2, voilà, on va faire comme ça par exemple là. C'est ce que font 90% des gens. Voilà, git log. Et quand je refais un git log, vous voyez que nous maintenant, on a deux commits pour le même fichier parce que j'ai oublié de faire ça. Et ça, parfois, c'est pas très clean. Imaginez, vous avez modifié, vous avez fait 10 changes sur un même fichier, vous allez avoir 10 commits et ça, c'est pas bien. Donc, ce qu'on va faire, pour le moment, je vais annuler ce commit là. Je vais vous montrer comment faire pour que ce commit-ci, les changes de là, se retrouvent dans le même commit. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il fallait faire la commande git reset-soft, ensuite prendre le head et dire que on revient un commit avant le head. Donc là, quand on fait git status, je fais git log. Mon commit, il est plus là, il n'y a que le changelog, donc ça c'est très bien. Si je fais un git status, voilà, donc il est là, voilà, donc il est dans le add. Donc au lieu de faire maintenant au lieu de refaire un git commit-m comme j'ai fait tout à l'heure là, voilà, vous pouvez juste faire un git commit-amend. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Amend, ça veut dire ajouter. Donc ce qu'il va faire, il va rajouter mon change là, ma modification, au dernier commit, le dernier commit qui est adding changelog. Ici, je refais, hop, voilà. Et là, si je fais un git log, là, vous voyez, j'ai que mon adding changelog. Par contre, si je regarde le contenu de mon fichier, donc si je regarde le fichier changelog que j'ai modifié, vous voyez qu'il y a mes deux, il y a mon I love the way this code is fantastic. Donc, j'ai rajouté mes derniers changes, mes dernières modifications au dernier commit. Donc vous voyez, ça permet d'éviter d'avoir 10 000 commits pour un seul et même fichier en fait. Et ça, c'est l'erreur que je vois souvent. Du coup, on a souvent des historiques Git qui sont pourris parce que on a 15 commits qui ont été faits sur un fichier qui n'ont même pas de valeur et qui ne sert à rien, alors que qu'il aurait suffi d'avoir juste un commit. Et très souvent, c'est parce que les gens oublient de rajouter l'option amen. Donc imaginez encore, donc je vais modifier mon changelog là. Je rajoute ici là, but I prefer doing tennis sometime. Disons, je rajoute un truc comme ça tout con. Voilà. Donc je vais rajouter, je vais faire le git add-p. Je vous ai dit, moi j'ai un réflexe de git add-p. Git status, donc c'est rajouté. Et maintenant je vais faire un git commit. On va refaire la même chose, amend. Et là, git va me dire adding changelog. Voilà. Et là, j'ai juste à dire 2.yq. Et là, si je refais git log, j'ai toujours un seul commit. Par contre, quand je vais dans mon fichier changelog, j'ai mes 3 lignes. Et je vais vous montrer encore un dernier mot. Disons que je vais encore l'égiter. Je vais dire adding a new option. Voilà. Donc quand je fais git status, il va détecter qu'il y a un changement, c'est en rouge. Ensuite, je vais le add. -p toujours, puisque c'est un réflexe. Et je fais git status, il est en vert. Ça veut dire que je l'ai déjà add. Et là, je peux faire toujours le git commit -amend. Et il y a l'option aussi que je rajoute -no edit. No edit, ça permet de faire quoi? Ça permet de ne pas, parce qu'à chaque fois, vous voyez, quand je faisais un git add-p, si je fais git add-p, par exemple, git commit-amend, comme ça, il va vouloir il me propose il me print ça. Donc je peux remodifier aussi le nom du commit, adding changelog with new change. Donc là, j'aurai un seul commit toujours. Et si je fais git log comme ça, j'ai toujours un seul commit, mais il a été renommé maintenant. Donc je vais maintenant add in changelog with new change. Parfois, donc ça peut avoir du chance
de faire comme ça là, quand on veut renommer le commit. Mais imaginez que vous n'avez pas besoin de renommer le commit, ça vous va très bien. Donc imaginez, je vais changer encore je vais faire encore un change dans le changelog. With passion, je sais pas pourquoi j'écris ça. Voilà, with passion, je fais ça. Git add-p, il va voir que j'ajoute le with passion. Quand je fais git status, c'est en vert. Et là, imaginez que je veux garder mon même nom. Je veux que mon with passion soit dans ce même commit là. J'ai pas besoin de rechanger le nom. J'ai juste à faire un git commit -amen et à l'option, je peux rajouter le no edit. Et quand je fais ça, boum, Git va se charger pour moi. Donc il ne m'a rien demandé en fait. Il a ajouté automatiquement et il a conservé le même nom. Donc l'option no edit permet de faire ça en fait. Et si on regarde, on refait un git log, vous voyez, j'ai toujours mon dernier nom que j'avais mis, qui est là. Et si je regarde mon fichier, mon changelog, il y a mon with passion. Donc ça aussi, c'est des commandes que malheureusement très peu de gens utilisent. Ils vont multiplier les commits sans fondement, sans valeur, qui n'ont aucune plus-value. Et du coup, on a un historique Git qui est énorme avec plein de commits pour un seul fichier. Donc ça vous permet de réduire en fait le nombre de commits que vous faites, quoi, que vous faites. Voilà. Alors, il y a une autre commande que je vais vous parler, une autre commande que j'adore aussi, qui est très peu utilisée, qui fait souvent peur même à certaines personnes. C'est la commande de cherry pick. Cherry pick. Donc j'adore énormément cette commande-là. Donc imaginez que là, on est là. Donc si je fais un git log, je vais quand même push ça. Donc je vais faire un git push origin new branch. Ouais. Donc ça, je vais push ça parce que c'est un prérequis de cherry pick. Donc là, j'ai push ma branche new branch. Donc je vais revenir sur le terminal du second développeur. Imaginez que ce développeur-là, il est parti de la branche main, git checkout, il va créer une nouvelle branche dev2. Voilà, il appelle par exemple dev2. Et quand il fait git log, lui, vu qu'il est sur main, il aura les mêmes changes que même. Donc son dernier commit, c'est ajout. Et ici, disons que je vais git status. Je vais modifier ça. Je vais dire, par exemple, je vais modifier le fichier juste pour changer un peu. Je vais changer le Dockerfile. Disons que je passe en Python 3.12 ici. Allez. Git status. Donc je vais faire ici add-p. Ok, là je vais faire un git commit -m change Python version from 3.9 to 3.2. Voilà, je fais un truc comme ça. Et ensuite là je fais un git push origin new branch. Donc new branch est là. Donc si je viens ici là sur ma branche, je vais voir mon new branch qui est là. Et quand je fais un git log de new branch, j'ai mes deux derniers commits. Donc j'ai le change là et j'ai le adding changelog. Par contre, ce développeur suit, comme lui, il est parti de main. Donc vous avez vu, j'ai fait un git checkout de main. Donc sa branche dev2, elle est partie de main. Donc elle est comme sur main. Lui, il n'a pas encore ce dernier change là. Voilà. Donc imaginez que, donc si je fais un git log, vous voyez que son dernier change c'est ajout. Et alors qu'il y a eu adding. De l'autre côté, il y a adding changelog et il y a le change de la version du Dockerfile, du Python du Dockerfile. Donc imaginez maintenant que moi j'ai envie de récupérer ça. Donc moi je suis développeur, je travaille sur une branche, mais j'ai envie de ce commit là. Celui-ci ne m'intéresse pas parce que le change n'a aucune plus-value. Comment est-ce que je peux faire? C'est là où la commande cherry pick est super intéressante et qu'elle intervient. Donc il y a moyen en fait d'aller piquer ce commit là et de le mettre sur le commit qui est sur la branche new branch là et de le mettre sur la branche dev sans besoin d'avoir de recoder. Donc ça peut arriver que vous êtes en train de développer, vous n'êtes pas encore feature, mais il y a une feature super importante, comme par exemple la montée de version de votre Docker. Le développeur vous dit, ah moi j'ai déjà fait la montée de version, mais c'est pas encore push. Mais le dev2 il a besoin de ça pour pouvoir avancer, mais il n'a pas besoin de ces autres éléments là, parce que peut-être ça casse une partie de son code. Il veut juste ce commit là.
Donc c'est là où cherry pick intervient. Donc vous pouvez faire, pour récupérer ce commit là, vous pouvez faire la commande git cherry pick. Et là, il faut donner l'ID du commit. Donc l'ID du commit, son hash c'est là. Donc on va récupérer ça. On va prendre net comme c'est là. Boum. Et je mets ça. Et je reviens sur le terminal 2. Je fais ça. Bad fatal. Il m'a dit c'est le hash. Pourquoi il veut pas? En fait, c'est le commit hash qu'il faut mettre. Là, j'ai mis le commit. Donc je vais vous montrer. J'ai le hash quelque part. Donc je vais faire un git log 2. Pardon, git lg2. Parce que j'ai des alias. Je pourrais vous montrer ça. Donc là, j'ai le hash. Le hash, c'est celui-ci que moi je veux. Donc c'est ça. C'est ça qu'on appelle le hash. Je vais vous montrer comment vous pouvez obtenir le hash. Donc moi, j'ai des alias. Donc là, c'est le hash que je récupère. Et là, vu que j'ai le hash du commit, le hash en général, c'est les premiers, c'est les 6 premiers caractères en fait du commit. Ouais, on peut récupérer ça. Donc là, si je refais un git cherry pick et que je mets ça, bad revision. Pourquoi il veut pas lui? Attendez, je veux voir juste le commit. Non, il est là le hatch, c'est lui que je veux copier. Git pull. Ah, pardon, c'est ma faute en fait. Donc c'est bien ce que j'ai fait tout à l'heure là. Les deux, ça marche en fait, que vous mettez la version courte. Donc là, en fait, j'avais pas récupéré la branche. Donc il faut d'abord au préalable récupérer le new branch. Et ensuite, si je fais ça, ça devrait marcher là. Hop. Et là, il a récupéré mon dernier commit là. Donc là, quand je fais git log, voilà. Et là, j'ai le change du Python 2. Donc, ça, à la limite, j'ai même pas besoin de ça. Vous pouvez mettre, ouais, le commit hash, c'était bien ça. Donc, vous pouvez prendre ça, en fait, ça marche aussi. Mais au prérequis, il faut quand même cloner la branche, quoi. Donc, vous voyez que ce développeur-là, il a récupéré juste le dernier change, là. Il n'a pas pris celui qui est intermédiaire. Donc, vous voyez que là, ici, pardon, je voulais pas comme ça. Hop. Alors, je vais agrandir comme ça on voit bien. Donc là, vous voyez le dev2 dans son historique. Il a update config, il a ajout et il y a le change Python version. Alors que lui, il a le ajout, il y a le add in changelog que l'autre n'a pas. Donc là, parce qu'il a piqué, c'est ce qu'on appelle dans le cherry pick. Donc moi, j'aime bien dire piquer et tout. Ça, en français, c'est parlant. Donc le cherry pick, c'est ça. En fait, git cherry pick, vous récupérez le commit que vous avez besoin, vous le mettez sur votre branche. Mais préalable, il faut avoir la branche en local. Donc c'est pour ça, moi, j'avais pas fait un git fetch all. En fait, il faut faire un git. J'avais oublié de pull. Donc git fetch all prune. Donc j'ai oublié de le faire. Donc il faut préalable le faire ça. Comme ça, vous récupérez la branche. Et ensuite, vous pouvez faire un git cherry pick. Voilà. Et c'est déjà là. Si je refais git log. Voilà, j'ai mon truc. Et on peut vérifier la version du Python ici. Là, si je fais un cat du. Je fais un less du Dockerfile là. Hop. Vous voyez que j'ai la version qui est en 3.12. Donc ça aussi, pareil, c'est une commande qui est super utilisée. Enfin, qui est très peu utilisée, pardon. Mais qui est super importante. Donc moi j'utilise souvent rapidement. Donc parfois les gens avec qui je travaille me disent mais t'es rapide sur Git et tout. Ce sont ces petites astuces que moi personnellement j'utilise beaucoup, qui me permettent d'aller vite, de tester rapidement des choses et de gagner un temps fou sur Git. Voilà. Parce que autrement l'autre méthode, qu'est-ce que le gars il aurait fait, c'est il serait allé, des fois des gens vont faire, ils auraient eux-mêmes modifié la version du Dockerfile. Or, en modifiant, vous n'êtes pas sûr que vous aurez la même version. Parce que s'il a changé de la version et qu'il a modifié d'autres fichiers, vous n'aurez pas ça en local en fait. Donc le cherry pick vraiment permet d'aller récupérer des commits. Et parfois, ça peut aussi avoir du sens qu'on a des vieilles branches qui sont là depuis, mais on n'a pas retouché et tout. Mais il y a un commit que vous saviez que vous avez fait sur cette branche-là, qui peut être que vous voulez réutiliser sur votre nouvelle branche. Ça peut avoir du sens de faire du cherry pick. Voilà. Mais on va dire que le cherry pick en général, c'est dans les cas un peu extrêmes, dans le cas où peut-être on a des projets qui ont divergé, on a trop de gens qui ont bossé, on ne sait plus où on en est, on reconnaît qu'on a ce commit là qu'on veut. Bon, ça peut être utilisé, c'est souvent utilisé dans ces cas de figure là.
Donc parfois aussi avec Git, quand on travaille sur Git, on a plusieurs branches qu'on crée et ça s'accumule au fil du temps. Donc parfois ça peut avoir du sens une fois que la branche elle push de pouvoir clean sa branche. Donc imaginez ici dans dev2 finalement il veut plus, il veut aller sur git checkout main, il veut repartir sur main parce que ça a été made, là voilà. Il fait un git log, voilà. Et quand il fait un git branch, il a encore dev2 alors qu'il va plus jamais utiliser dev2. Donc des fois dans les repos des personnes avec qui je travaillais, ils accumulent souvent une flopée de branches qui ne vont plus jamais travailler dessus parce qu'ils oublient de clean ou parce qu'ils n'ont pas le réflexe de le kill. Donc quand vous voulez supprimer une branche, en fait, vous avez juste à faire un git branch-d et vous mettez le nom de la branche comme ça. Tac. Et là, ça va. Donc là, il te dit qu'il n'est pas complètement fusionné. Et dans ce cas, quand la branche est totalement fusionnée, c'est-à-dire quand elle était merge, on va prendre un exemple, vous allez voir. Disons que new branch, je vais le merge sur main. Voilà, c'est sur main, c'est pas grave. Donc ici, je vais créer je vais créer une merge request. Donc je vais créer une merge request. Donc je vais prendre, je vais merge new branch là sur là. Donc je vais créer la merge request. Voilà. Donc ici, je vais créer la merge et je dis qu'il delete la source branch. Moi, j'ai pas de pipeline sur ce truc, j'espère pas, sinon je pourrais pas le faire. Voilà. Bon, il y a une pipeline malheureusement sur ce projet-là, j'aurais dû faire gaffe. Bon, bref, pour vous dire que quand vous voulez clean des branches, en fait, il y a deux modes. Il faut faire normalement, quand la branche a été merge, vous pouvez faire un git branch-d, ça suffit. Mais souvent, vous avez des branches qui n'ont pas été mergées sur votre branche principale. Et dans ce cas, il faut faire le tiret grand D. Et ça supprime. D'ailleurs, ils vous ont proposé là. Et quand je refais git branch, je n'ai plus cette branche-là. Donc ça, c'est comme ça qu'on supprime les branches, quoi. Donc git branch-grand D. En général, si vous êtes sûr que si vous en foutez, vous faites git branch-d. Donc par exemple, si je fais git branch new branch, là, boum, parce que je suis dans là. Par contre, il faut pas être dans la branche. Il faut pas être. Donc là, je suis sur new branch. Quand je fais git branch, là, vous voyez que c'est sur new branch. Donc il peut pas se supprimer lui-même puisqu'il est dans la branche. Par contre, il faut aller sur la branche principale. Et là, pour pouvoir lancer l'opération là. Et là, ça supprime en fait. Par contre, ça ne l'a pas supprimé du remote. Ça l'a supprimé qu'en local. Mais en remote, si je fais un git fetch -all. Voilà, et si je fais un git branch-e, j'ai quand même toujours ma branche en remote. Parce que je ne l'ai pas supprimée là. Elle est toujours là et tout. Voilà. Donc ça, c'est aussi une commande qui est super intéressante. Alors, autre commande qui peut être intéressante, c'est la commande gitlog. Donc rechercher des messages dans des commits. Voilà. Donc parfois, on a besoin de... Vous avez fait un chain, mais vous ne savez plus où vous êtes. Par exemple, on va dire qu'on a fait un gitlog là. Je vais repartir un gitlog très ancien. Donc voilà, je vais chercher tout ce qui est Dockerfile par exemple. Donc imaginez, le projet est avancé, vous voulez rechercher un mot-clé spécifiquement et vous ne vous souvenez plus en fait. Donc ça permet de rechercher cette commande-là. Imaginez que moi je veux rechercher la dernière fois que j'ai fait par exemple une production, set for production là, voilà. Je veux le rechercher dans mes commits. Comment est-ce que je fais? Donc il y a la commande gitlog et vous rajoutez -grep et on donne l'option, vous mettez le nom et vous faites ça. Et là ça vous donne le commit dans lequel vous avez fait cette opération là, dans lequel il y a le mot production. Par exemple si je cherche Dockerfile par exemple, voilà, ça va me donner le Dockerfile. Donc là, vous voyez, on peut rechercher dans l'historique Git en fait des patterns en fait. Et ça, c'est super puissant en fait parce que Git la commande, ça, c'est des fois on a besoin de pouvoir aller rechercher un commit qui a été fait quand et tout et voir à quel moment il y a eu un message spécifique. Donc ça peut être c'est aussi intéressant. Voilà. L'autre élément qui est aussi super important, c'est les tags. Donc tout le monde sait comment on tag. Donc en général, quand on veut créer une version, imaginez, je vais créer la version git tag 0.0
0.test. Voilà, je la crée comme ça. Donc là, j'ai le tag qui est là. Par contre, les gens ne savent pas, c'est que il est possible parfois de rajouter un message sur le tag. Donc ça permet en fait de savoir où on en est quand vous avez des versions. Donc là, je peux faire un git tag-a. Je vais dire que c'est le z.0.test2 et le message, je peux mettre version test 2. Et là, du coup, mon tag, il a été créé, mais il a un message en fait. Donc là, si je regarde là sur la console, vous allez voir, si je viens sur mes tags, je vais refresh ici. Ah, je les ai pas push. Attends, je vais les push, comme ça on va voir. Push origin. Bien sûr, je vais les supprimer après parce que. Donc je push celui-là et je push le 2 aussi. Vous allez voir la différence entre les deux. Donc ici, si je refresh, je mets deux tags qui sont là. Et là, vous voyez, dans le tag 2, il y a une version. Donc il y a le message que j'ai mis en fait. Et ça, c'est super important. Parce qu'en général, ça, c'est quand vous voulez créer une version que vous voulez l'afficher, vous pouvez donner le nom à votre version. Donc moi, ça pourrait être Dockerfile. Là, vous voyez ça, c'est plus parlant que celui-ci en fait. Donc ça permet que les gens qui travaillent sur votre repo, quand ils vont voir un tag, ils vont savoir à peu près à quel moment on se tient, à quoi ça correspond. Et ça, c'est une erreur que les gens font, que moi aussi, pareil, vous pouvez voir sur mon repo de Tesla, bon, je ne l'avais pas mis, que beaucoup de gens font. C'est ils n'ont pas le réflexe de pouvoir penser à mettre des versions, de donner un nom. Alors que c'est super important, ça permet d'avoir un truc vraiment qui est clean, qui est bien lisible par tout le monde. Donc, donc voilà un peu comment rajouter en fait un message sur vos tags, quoi. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Parfois aussi vous avez besoin de clean. Donc parfois il y a des fichiers, il y a plein de fichiers que vous avez en local qui sont inutiles, qui ne vous servent pas, mais qui sont présents et tout. Donc il y a la commande git clean qui est super important et vous mettez F et D. Donc cette commande-là, elle permet en fait de nettoyer en fait tous vos repos et tout pour être sûr que vous avez aussi des fichiers qui sont pas commit, qui sont enlevés, qui datent d'il y a longtemps et tout ça. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça, cette commande elle peut être utilisée dans le cas où par exemple, on va essayer de le faire là, hein. Donc imaginez, euh, on va, je suis toujours git branch, je vais aller sur new branch, je vais faire un git fetch-all checkout new branch. Donc je vais aller sur new branch là. Voilà. Donc il me dit prendre new branch et ça est paramétré. Imaginez que moi, je vais supprimer le fichier. Allez. Je vais faire un rm. Je vais supprimer le changelog. Voilà. Donc là, je vais faire un git add. Git commit-m change remove changelog. Et moi, je push ça. Voilà. Donc je push cette branche là. Et si je viens sur cette branche-ci, je vais sur git checkout dev 2 par exemple là. Je vais créer une nouvelle branche appelée, je vais aller sur git branche 2 et ici je fais un git fetch-all, je vais faire un merge. Je vais merger origin / new branch. Voilà. Ce qui se passe ici, normalement le changelog, ça a été, je l'avais pas le changelog. Voilà. Donc là, quand je fais mon fichier git clean fd, il va supprimer le fichier changelog en fait. Il va clean en fait. Parce que moi j'avais, vous voyez, il y a le fichier changelog qui était là, qui était non suivi. Quand je fais le git clean fd, il va réellement supprimer le fichier pour que je ne l'ai plus en fait. Parce que moi je l'avais encore là enfin, j'avais encore mon fichier changelog qui est là, mais il n'était pas utilisé.
Donc ça permet vraiment de clean votre arborescence en fait. Ouais. Donc ça c'est aussi une commande super intéressante que très peu de gens utilisent aussi. Alors on va terminer avec une dernière commande que j'aime aussi beaucoup. Voilà. C'est la commande reflog. Donc quand vous faites git reflog là, ça vous permet en fait de voir tout ce qui s'est passé dans votre sur votre arborescence, sur votre travail Git là. Donc ça permet de voir rapidement en fait tout ce qui s'est passé sur votre repo et ça donne les shorts et tout. Donc ça peut avoir du sens en fait pour savoir tous les commits qu'il y a eu. Vous voyez là, moi j'ai fait plusieurs fois j'ai fait des amends sur des changelogs. Donc ça vous donne le détail en fait. Donc par exemple, s'il y a eu un seul, quand il y a eu, s'il y a eu plusieurs commits avec un seul message, vous allez vous retrouver là. Donc c'est ce qui se passe ici là. Vous voyez là, j'ai fait un amend sur le changelog, ensuite il y a le changelog with change et tout. Donc ça vous donne vraiment un historique un peu plus détaillé de ce qu'il y a de ce qui s'est passé en fait sur votre sur votre repository de travail quoi. Donc ça aussi c'est une commande que j'aime beaucoup. Voilà. Euh, donc voilà un peu. Donc ça c'est un peu tout ce que j'allais vous montrer comme commande avancée sur Git. Je sais plus exactement combien de commandes on a saisi. Donc j'ai pas parlé des problématiques de rebasing, de merge, etc. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo parce que je pense que pareil c'est une commande que peu de gens utilisent ou peu de gens ont le réflexe d'utiliser le rebase quand il y a des problèmes. Et je pourrais faire une vidéo plus tard spécifique sur le rebase. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo là. Donc si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager. Voilà. Euh, et n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.